Build that wall. Build that wall. Build that wall. Bon alors, on le construit ce mur? À Poya, on fait un checkpoint devant la station au nord, à la mairie au sud. Un beau mur pour séparer le nord et le sud, parce que de toute façon, on peut pas vivre ensemble. C'est pas moi qui le dis. Au même titre que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, je constate à regret que le monde kanak et le monde occidental ont, malgré plus de 170 ans de vie commune, des antagonismes encore indépassables. Voilà, les gens du nord sont les gens du nord, les gens du sud sont les gens du sud. Pour les îles, de toute façon, ils n'ont plus de bateaux, ils n'ont plus d'avions, donc ils sont déjà plus tellement avec nous. C'est la fin de cette vidéo sur la provincialisation. Vous voyez, c'était pas si compliqué que ça finalement. On se retrouve bientôt pour de prochains décryptages de qualité comme celui-ci. Ciao! Bon Mathieu, t'arrêtes de dire du mal des gens des îles là, et puis tu finis ta vidéo. Hein. Ok, la provincialisation. Attends, je t'explique. Bon, les provinces, ça date pas vraiment d'hier, mais c'est pas si vieux que ça. Pour retrouver leur origine, il faut remonter aux années 80. Alors les années 80, pour les plus jeunes, c'était avant que Marimar ne passe sur RFO. Je vous fais pas un cours d'histoire. 1984, vous le savez, les événements. Paris décide d'un nouveau statut pour calmer un peu le pays. C'est le statut Fabius-Pisani. Là sont créées 4 provinces, Nord, Sud, Centre et Loyauté. L'idée, c'est déjà de rééquilibrer le pouvoir et les enjeux économiques dans le pays. 88, la France a un nouveau gouvernement à droite. La Calédonie, elle, un nouveau statut. C'est le statut Ponce II. Là, on a à nouveau 4 provinces. C'est à peu près les mêmes. Sud, Ouest, Est et Loyauté. Et à ce moment-là, on se dit, c'est la bonne, ça va durer. Et ils vécurent toujours. Sauf que vous le savez, c'est pas vraiment ce qui se passe. En avril 88, c'est le drame d'Ouvéa, des militants indépendantistes sont tués, des gendarmes également. Et à ce moment-là, les cartes sont rebattues. En juin 1988, on signe les accords de Matignon. Et ces accords créent les provinces telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors les bases, vous les avez. Le sud, plutôt riche, avec la capitale, les industries. Le nord, on a une grosse réserve de nickel. Pour les îles, c'est un peu différent, mais il y a un gros potentiel en termes de tourisme notamment. Chaque province, elle dispose de son assemblée, elle est élue tous les 5 ans. Et à ce moment-là, dans les accords, on donne des compétences assez larges aux provinces, sans pour autant que ce soit très défini dans le cadre ni dans le temps. Chaque province est compétente pour toutes les matières qui ne relèvent ni de l'État, ni du territoire, ni des communes. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans les accords de Matignon. Les compétences des provinces, il y en a un paquet. L'enseignement privé public, le développement rural et maritime, l'insertion professionnelle des jeunes, les actions sanitaires et sociales, le développement économique et touristique, le réseau routier provincial, les transports publics terrestres, la culture, la protection du patrimoine. Il y en a encore énormément. Encore. Ça fait beaucoup là, non? En fait, il suffirait que la compétence elle soit reprise par le gouvernement territorial pour qu'elle ne soit plus à la province et inversement. Par exemple, ces derniers temps, on a vu que l'aide médicale était en débat. La province des îles, la province sud ne voulait plus tellement s'en occuper et demande donc au territoire de récupérer cette compétence. Mais en vrai, au départ, on est 270 000, un peu plus. Est-ce que vraiment on a besoin d'un échelon supplémentaire entre le territoire et les communes? En fait, en termes de démographie, non. Sauf que dans une optique de décolonisation, on met pas vraiment les mêmes lunettes. En 1988, lors de la signature des accords de Matignon, le principe il est très simple, c'est celui du rééquilibrage. Entre Nouméa et la Brousse, entre le nord et le sud, entre les Européens et les Kanaks. Quand on signe ces accords, il fallait un engagement politique de l'État. Et pour nous, vis-à-vis du RPCR, ou le RPCR vis-à-vis de nous, nous avons demandé qu'il y ait un accord sur des options économiques visant à un rééquilibrage. Et donc pour mettre en place ce rééquilibrage au mieux, on s'est dit à ce moment-là que les provinces, un pouvoir assez proche des gens, c'était le plus simple. Et avec comme moyen pour y arriver, la très précieuse et très fameuse clé de répartition. Bon, c'est à partir de là qu'on va commencer à parler un peu de chiffres. Le premier, il est très simple, vous le connaissez, en Nouvelle-Calédonie, on est 270 000 à peu près. 20 000 personnes aux Loyautés, 50 000 dans le Nord, et le reste, un peu plus de 200 000 en province Sud. Donc on pourrait imaginer, lors du vote du budget de répartition, de tomber sur un ratio du genre 3/4 de la somme pour le Sud, 20% pour le Nord,
le reste, 5%, pour les îles. C'est logique. Sauf que non, le budget, il est volontairement déséquilibré. Le but, c'est de ne pas trop privilégier la province sud et aux autres d'avoir plus de moyens pour se développer. Faut se remettre dans le contexte, les années 80, le nord, les îles, c'était pas vraiment la joie. La ville, c'était Nouméa, le reste, il n'y avait pas grand-chose. Mais quand je parle de déséquilibre, je parle de gros déséquilibre. Le sud ne touche que 50%, la moitié seulement, de l'enveloppe totale. C'est un tiers pour le nord, 18% pour les îles. Et ça, c'est juste pour le budget de fonctionnement. Le budget équipement, lui, il est encore plus déséquilibré. C'est un bordel. Donc quand vous entendez souvent dans les médias des responsables loyalistes plutôt de la province sud vous dire « le rapport entre les provinces est clairement déséquilibré », bah ils ont raison. Donc sans retenir forcément tous les chiffres que je vous ai donnés, retenez bien que c'est vrai qu'il y a un déséquilibre qui a été créé, il est volontaire, c'est un choix politique. Si vous voulez aller plus loin, le lien dans les commentaires. Et donc tout cet argent en plus pour le nord et pour les îles, il permet déjà de construire des équipements. Des routes pour le nord, il y en a eu beaucoup durant ces 30 dernières années, et puis un développement plus touristique dans les îles. L'histoire des équipements, en fait, le mieux c'est quand tu parles avec les vieux du vélo. Les vieux du vélo, ils vont toujours te parler de l'enfer du Nord, c'est le col d'Amos dans les années 70-80. Il n'y a pas de coltard, il n'y a rien, et quand ils te montrent les vieilles photos, en fait, tu as plein de poussière, tu as de la caillasse de partout, ils crèvent tout le temps les mecs. Et aujourd'hui, maintenant, le col d'Amos, on le connaît, c'est un vrai billard, quoi. Donc voilà, ça fait partie de ces trucs qui ont beaucoup changé au fil des années, tu vois. Mais attendez, le déséquilibre, il n'est pas que budgétaire. Bah non, il y a aussi un déséquilibre politique. Ça aussi, c'est un discours que vous avez sans doute déjà entendu, qu'un habitant des îles vaut 2,5 fois plus qu'un habitant du sud. Il faut aujourd'hui 2,5 fois plus d'habitants au sud qu'aux îles pour faire un élu. Jamais on a atteint ça. C'était 1,4 à l'accord de Nouméa, 1,4 à l'accord Matignon, donc 2,5 fois plus d'habitants au sud pour faire un élu. On ne peut plus rester dans de telles proportions, c'est antidémocratique. Ce chiffre, il est plutôt vrai, mais il est vraiment à nuancer. Là, ça va être plutôt velu. Sur la totalité des inscrits sur les listes électorales aux provinciales de 2019, un élu du Nord au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il représente 2600 électeurs. C'est 3000 pour les îles et presque 3400 pour la province sud. 2600 électeurs d'un côté, 3400 de l'autre, ça fait pas 2 fois et demi plus. Les calculs sont pas bons, Kevin. Pour autant, ce chiffre de 2,5, il n'est pas faux. Mais il marche que si on fait le ratio entre élus au Congrès et population. Il ne marche plus du tout si on parle d'électeurs. Il y a forcément des habitants de Nouméa qui vont voter aux îles ou au nord, et inversement. Donc la pertinence du chiffre, elle est discutable. Et en plus, on peut rajouter que ces déséquilibres électoraux, en fait, ça existe partout. On en trouve aussi en France. À l'Assemblée nationale, la circonscription la plus petite en termes de population, c'est celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Moins de 6000 habitants, un député. A l'inverse, la plus peuplée en Loire-Atlantique, c'est la 5e, c'est vers Nantes, c'est 667 000 habitants pour un député également. C'est 28 fois plus. Hein, tant que ça? Alors, que ce soit clair, c'est pas parce que ça se fait ailleurs que c'est pour autant une bonne chose. Mais sachez que ça existe ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie, la solution miracle, a priori, elle n'a pas encore été trouvée. Non, ne regardez pas. Partez, méchant, salaud. C'est mes histogrammes. Surtout celui-là, là. C'est à moi. Donc cette histoire de provincialisation, de rééquilibrage, ça fait 40 ans que ça dure. Est-ce qu'on a un bilan? Bien sûr qu'on a un bilan, tu crois quoi? 2023, l'État commande un bilan de l'accord de Nouméa. Premier point. L'objectif de rééquilibrage politique à travers l'accession des Kanaks aux responsabilités peut être considéré comme atteint. Voilà ce qu'on peut lire dans ce bilan. Côté économique, si on prend comme indicateur le produit intérieur brut par tête de pipe, donc comprenez la richesse par personne, les inégalités entre les provinces, elles se sont réduites. Pour autant, elles existent encore. Entre 1996 et 2019, l'écart de PIB par habitant entre la province Nord et la Nouvelle-Calédonie s'est réduit de presque 2/3. C'est 20 points entre la province des îles et la Nouvelle-Calédonie, pouvait-on lire sur NC La Première le 6 juin 2023. Le taux de scolarisation et le nombre de diplômés, il a aussi nettement augmenté dans les îles et au Nord. Pour autant, ça reste encore bien plus faible que la province Sud. Le rapport, il dit aussi que la clé de répartition budgétaire a eu un effet récessif sur la province Sud, et qu'il a également entretenu un clivage politique qui dure encore aujourd'hui.
Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le développement de ce bilan de l'accord de Nouméa. Vous avez en description un lien vers des articles sur NC La Première. Après, dans le détail, il y a aussi de sacrés ratés. Le cas des finances de la province des Îles, par exemple. Elle a été récemment épinglée par la Chambre territoriale des comptes. Elle présente un déficit de 7,5 milliards de francs. Pas mal de dépenses importantes du côté de la province des Îles, notamment par rapport à la construction du Wadjabé, mais aussi une masse salariale plutôt disproportionnée. Ça arrive d'être aide. Le pognon, ça va, ça vient, il faut jamais paniquer. Et puis, la provincialisation, c'est aussi un millefeuille administratif. On a 3000 fonctionnaires pour les 3 provinces, c'est autant que les fonctionnaires du gouvernement et de l'État en Nouvelle-Calédonie réunis, avec des compétences qui se chevauchent. On peut citer le tourisme réparti entre provinces et territoires, ou encore l'éducation. Là, c'est communes, provinces et Calédonie, en fonction des sujets et ou des niveaux. Et ça, c'était pointé du doigt déjà par le gouvernement de Louis Mapou en 2024. C'était quand il avait présenté, rappelez-vous, son plan de refondation, le PS2R. En Nouvelle-Calédonie, le millefeuille administratif est aussi la conséquence d'une répartition brouillonne des compétences, parfois exercées de façon redondante dans les différentes collectivités. C'est ce qu'expliquaient les Nouvelles-Calédoniennes, c'était le 22 octobre 2024. Donc on l'a compris, les provinces, elles jouent un rôle central. En Nouvelle-Calédonie, je vous apprends rien. Mais qui dit quoi dans cette histoire? Pour les loyalistes, c'est simple, les équilibres, il faut les changer. Ce qui est dénoncé surtout, c'est la fameuse clé de répartition budgétaire. Ils demandent, si on résume en gros, que les recettes fiscales des provinces correspondent à leur population. Ça veut donc dire, vous l'avez compris, plus de sous pour le Sud. Ai-je bien entendu? On vient de parler de pognon? Les loyalistes qui sont au pouvoir en province Sud depuis le début de la création des provinces ont tout intérêt à ce que le système il change. Que les provinces soient plus puissantes et que les recettes soient moins déséquilibrées. Et ça, c'est un discours qu'ils ont eu très tôt après la création des provinces. La collectivité de la Nouvelle-Calédonie sera composée de 3 provinces dotées de la compétence de principe, garantissant les différentes identités de la Nouvelle-Calédonie. Mais surtout, chaque assemblée de province sera élue selon son propre régime électoral, afin que nul ne soit exclu. A l'inverse, les indépendantistes, eux, ils ont toujours été à la tête du Nord et des îles, jamais du Sud. Donc eux, ils ont tout intérêt à ce que le système, il perdure. Ce déséquilibre, en fait, ça leur permet d'avoir les moyens de projet et d'avoir aussi du poids politique en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, plus de pouvoir, plus de moyens pour la province Sud, avec une critique qu'on entend souvent, c'est celle de la partition. Parce que dans l'histoire de France, on a un cas où cette partition, elle est allée un peu trop loin, c'est le cas de Mayotte. 1974, un référendum d'autodétermination est organisé. 95% de la population totale des Comores vote pour l'indépendance, mais à Mayotte, une majorité d'électeurs choisit de demeurer dans le giron français. Les Comores obtiennent donc leur indépendance, mais perdent Mayotte, qui devient une collectivité territoriale française. Et cette crainte d'une partition qui irait un peu trop loin, elle ne s'appuie pas vraiment sur des discours politiques qu'on entend actuellement dans les grands partis. Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, lors de sa dernière visite en Nouvelle-Calédonie, l'a dit, le pays, il est un et indivisible. Et d'ailleurs, c'est aussi un discours qu'on entend chez Sonia Backès. On est évidemment pour la Nouvelle-Calédonie une et indivisible. Je vais prendre le fédéralisme tel qu'il existe en Australie. On a des États fédérés à l'intérieur de l'Australie. C'est pas pour ça que le Queensland ou le New South Wales sont des États indépendants ou sont séparés du reste de l'Australie. Ils sont australiens, évidemment. Donc là, si on a 3 provinces qui ont des compétences différentes, qui ont une forme d'asymétrie dans l'exercice, dans leur gouvernance, c'est pas pour ça qu'on est dans une partition. Mais forcément, avec sa formule de l'huile et de l'eau, il y en a qui ont vu une volonté de partition assez sévère. Donc voilà, on en est là désormais. On fait quoi? Des provinces. On est un peu coincé entre une droite locale qui estime que le système il est à bout de souffle. Il demande des provinces autonomes, plus puissantes, et de l'autre, plutôt les indépendantistes qui eux estiment que le rééquilibrage il n'est pas terminé et qu'une dose de solidarité territoriale, elle est encore nécessaire. Vous le savez, il y a un accord politique qui est en train de se discuter, de se négocier en ce moment entre indépendantistes, loyalistes et l'État. Donc les choses, elles sont loin d'être figées. Mais en théorie, on pourrait bien aller encore plus loin dans la provincialisation. Ça dépendra de l'accord qui est trouvé. Mais pour autant, est-ce que la suppression pure et simple de cet échelon de collectivité est possible? Pour le moment, on a envie de dire plutôt non. Parce qu'en fait, il n'y a aucun parti au Congrès qui propose cette idée. Même des partis comme Génération NC de Nicolas Metzdorf, qui en 2019, lors de la création du mouvement,
vendait cette volonté de supprimer les provinces, aujourd'hui ne le fait plus du tout. Les provinces, a priori, elles ont encore de beaux jours devant elles. Voilà, c'est la fin de cet épisode de décryptage sur la provincialisation. On espère qu'on vous a apporté matière à réflexion, des clés de compréhension sur un sujet qui n'est pas toujours évident à aborder. Et puis on va faire comme un vrai youtubeur, le pouce, la cloche, l'abonnement, commentez, n'hésitez pas, partagez. Et on se revoit bientôt. Ciao.